Mais les buffers sont pas faits pour qu'on les remplisse nécessairement de tâches, tu sais, dans le sens, là, c'est ça mon grand défi, ça va être, bon, sachant que je l'ai bloqué à mon agenda, il faut juste que je m'assure que je vais pas l'utiliser pour travailler sur d'autres choses. C'est supposé être un temps blanc, c'est supposé être un temps vide. Un temps vide pour aller se recentrer. Puis c'est dans les temps vides souvent que la créativité va ressortir. C'est hyper intéressant si vous vous intéressez au concept de créativité, de réfléchir à l'espace blanc, l'espace vide, comme cette espèce d'aimant créatif aussi, d'aimant énergétique qui va permettre à tout ce qui est de trop de s'éliminer. Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 66. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous passez un beau début d'année, que l'hiver est pas trop dur sur votre morale. Personnellement, moi, je sais que les 3 premiers mois de l'année, souvent, c'est des mois où je me mets beaucoup sur le dos, beaucoup d'occupations, mais avec le temps, j'ai réalisé que c'est aussi une période dans laquelle je trouve ça difficile au niveau énergie, surtout au niveau de commencer des choses. Puis c'est intéressant si vous suivez un peu votre cycle, pas juste menstruel, mais aussi votre cycle de créativité ou des choses comme ça, de vous rappeler que il y a toujours une période, tu sais, un peu comme les saisons, puis là, ça donne que c'est l'hiver, hein? Il y a la période de régénérescence qui est une période qui semble morte, entre guillemets, mais qui est la préparation pour ce qui s'en vient, tu sais, il faut que la Terre se régénère, qu'elle se refasse des forces, que ce qui est terminé se termine, que ce qui est à commencer aussi ait de la place pour pousser. Puis c'est comme ça que je le vois un peu pour moi, ces périodes-là qui sont des périodes d'incubation dans lesquelles j'essaye de pas me mettre de la pression sur être un peu moins dans la performance, mais un peu plus dans l'acceptation que je suis en train justement de créer l'espace pour ce sur quoi je vais vraiment focusser mon énergie. Donc, là, en ce moment, je suis beaucoup dans la prestation de service dans le sens que j'ai mon groupe positionnement authentique que j'essaye vraiment de servir à 100%. J'ai mes clients en individuel aussi, mais je suis pas en train de travailler à lancer des grands projets. Mais bref, ça c'est comment moi je me sens. J'espère que vous allez quand même bien. Mais aujourd'hui, je voulais quand même, puis c'est un peu relié à ce que je viens de vous dire, qu'on parle de routine business, de routine de vie aussi peut-être, que moi j'ai commencé à instaurer dans mon entreprise depuis pas si longtemps que ça, mais que déjà je vois à quel point ça va changer fondamentalement la façon dont je fonctionne en tant qu'entrepreneur et quand je dis que je fonctionne en tant qu'entrepreneur, c'est aussi par rapport à cet objectif de avoir une vie un peu plus sereine, mais aussi plus complète, dans laquelle je vais me sentir beaucoup mieux dans la façon dont je travaille, mais aussi je gère un peu ces ambitions-là que j'ai. Apparemment, ça prendrait 21 jours à peu près créer des nouvelles habitudes. Donc, ces habitudes-là, j'ai commencé à les instaurer depuis le début de l'année et je vais vous parler un petit peu de comment je les ai mis en place. Vous allez voir, il y en a qui sont plus au niveau productivité, il y en a une qui est plus au niveau finance, puis la troisième est pas mal plus au niveau de ma créativité. Donc, c'est 3 quand même focus qui s'alignent avec des grands objectifs annuels que je m'étais donnés, dont réduire mes heures de travail jusqu'à un certain seuil,
aussi, diminuer mes dépenses pour avoir un plus gros pourcentage de revenus à la fin de l'année. Puis quand je parle de diminuer, je parle plus de diminuer le pourcentage. Et enfin, tu sais, de créer cet espace-là, un peu plus de créativité dans laquelle je vais pouvoir m'exprimer dans ma zone de génie, dans Aime ta marque, mais aussi dans peut-être d'autres projets que je voudrais lancer, ou juste dans dans mon état, moi, dans la façon dont moi, j'aime vivre. Alors, la première de ces habitudes, ça a l'air... c'est pas niaiseux, puis c'est pas exagéré, et c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup d'entrepreneurs parler dans le passé, mais que je l'avais jamais vraiment mis en place. Puis là, je vous avoue, j'ai dit que ça prend 21 jours. Je vous avoue, là, je l'ai mis dans mon agenda, mais on n'est pas encore rendu là, donc on va voir comment ça se passe quand je vais être rendu là. Et cette habitude-là, c'est de toujours planifier son temps off, ou le temps dont on ne veut pas travailler, ou le temps où on a des obligations et qu'on ne peut pas travailler, de mettre ce temps-là dans l'agenda et de bloquer ces périodes de temps-là dans l'agenda. Ce qui fait que la première habitude que je veux commencer à instaurer dans ma business, c'est de toujours planifier une semaine de vacances à la fin de chaque trimestre. Et j'ai vraiment vu la nécessité de faire ça cette année parce que si vous suivez un petit peu les podcasts puis tout ça, vous savez peut-être, j'ai déménagé le 16 décembre et pendant ce temps-là, je finissais mon année, j'avais lancé le Vision Party au début de décembre et je préparais mon lancement de positionnement authentique pour début janvier. Le 11 janvier, je commençais mes masterclass et puis le groupe Positionnement authentique commençait le 25 janvier. Et en rétrospective, j'ai vu à quel point je ne m'étais pas laissé assez de lousse, assez de temps pour vivre non seulement le grand changement du déménagement, mais aussi, tu sais, je m'étais vraiment surchargée avec tout ce qui était tâches de création, puis tâches aussi de livrer, parce que faire un lancement demande beaucoup énergétiquement. Et si j'avais déjà bloqué le temps autour de ce déménagement-là, autour de la fin d'année, pour vraiment me recentrer, peut-être que j'aurais reconsidéré mon timing pour mon lancement. Parce que ici, tu sais, on parle vraiment du principe, je sais pas si vous avez déjà entendu cette anecdote-là, probablement, mais les grosses pierres, de toujours commencer par mettre les grosses pierres dans ton bocal, puis après ça, tu remplis avec les petites pierres, puis après ça, tu remplis avec le petit sable fin, puis les pierres représentent, dans le fond, tes grandes priorités. Puis si tes grandes priorités, tu sais, c'est sûr que là, on parle de vacances, mais c'était une priorité pour moi de me reposer, de me régénérer, et parce que je l'avais pas mis en premier, ben là, tu sais, toutes les tâches qui se sont ramassées une par-dessus l'autre ont pris la place, si bien que, rendu au moment où j'en avais besoin, j'ai pas pu rajouter cette grosse pierre-là, j'ai pas pu tout arrêter la machine pour vraiment prendre le temps dont j'avais besoin. Je trouve ça intéressant aussi, là c'est sûr que à la fin de chaque trimestre de prendre une semaine, c'est pour boucler les boucles, pour s'assurer aussi que je peux me reposer parce que on s'entend, ma business depuis peut-être un an et demi est très focusée sur le cycle trimestriel. Et j'adore fonctionner de cette façon-là parce que j'aime me fixer des objectifs trimestriels qui ne sont ni trop grands, mais qui sont faciles à atteindre et qui m'aident à garder un momentum. Mais aussi au niveau quotidien, ça fait que je peux focusser sur un plus petit nombre d'objectifs et savoir que quand même la roue tourne et qu'il va y avoir un temps pour chaque chose. Se donner comme ça des semaines de vacances à la fin d'un trimestre, c'est un peu ce que certaines personnes, puis j'ai appris ce terme récemment, c'est des temps blancs. C'est comme des buffers. Mais les buffers sont pas faits pour qu'on les remplisse nécessairement de tâches, tu sais, dans le sens, là, c'est ça mon grand défi, ça va être, sachant que je l'ai bloqué à mon agenda, il faut juste que je m'assure que je vais pas l'utiliser pour travailler sur d'autres choses. C'est supposé être un temps blanc, c'est supposé être un temps vide. Un temps vide pour
pour aller se recentrer. Puis c'est dans les temps vides souvent que la créativité va ressortir. C'est hyper intéressant si vous vous intéressez au concept de créativité, de réfléchir à l'espace blanc, l'espace vide, comme cette espèce d'aimant créatif aussi, d'aimant énergétique qui va permettre à tout ce qui est de trop de s'éliminer. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai très hâte de voir comment ça va me nourrir dans un pas juste un quotidien, mais aussi me nourrir au niveau de ma prestation. Je pense que je vais devenir une meilleure entrepreneur, une meilleure professionnelle, puis je pense que je vais être plus présente aussi avec mes clients quand je vais savoir que j'ai ces moments de repos-là, que j'ai pas besoin d'aller voler par-ci, par-là dans des fins de journée. Comment je fais concrètement pour planifier cette chose-là? Ben, c'est vraiment simple. C'est juste de m'assurer que moi, tous mes calendriers, dans le fond, pour booker des rendez-vous avec moi ou des choses comme ça, sont liés à mon calendrier Google. Et donc, moi, quand je me fixe des vacances, c'est tout simple. Je vais juste aller mettre une semaine complète où je ne suis pas disponible. Vraiment, je la bloque dans mon calendrier comme si j'avais une tâche. Et donc, personne ne peut booker dans mon calendrier. Puis à ce moment-là aussi, je peux savoir visuellement que, par exemple, je sais que mes coachings vont commencer à une certaine date et ne pas commencer à les faire empiéter à ce moment-là. Donc, l'important à me rappeler ici pour mettre ça en place, ça va être de m'assurer que je comprends très bien que c'est du temps non négociable. C'est pas pour finir un travail, j'ai pas besoin de me donner un stress ou de me mettre une pression d'entamer un projet plus vite qu'un autre. Ce temps-là est juste non disponible. Donc, on va voir comment ce genre de limite-là va m'aider à recharger mes batteries. Je pense que ça va quand même aider grandement, mais je vous en reparle probablement à la mi-année, comment ça s'est développé. Maintenant, deuxième habitude que j'ai commencé déjà à mettre en place depuis janvier, et c'est la méthode de partage de revenus axée sur le profit que j'ai appris dans le livre Profit First. J'ai le nom de l'auteur ici, je veux juste m'assurer. Mike Michalowicz. Ouais. Profit First, qui est quelque chose que... c'est un livre dont j'entendais beaucoup parler aussi au sein de la communauté entrepreneuriale. Et c'est vraiment un livre facile à lire, facile à implanter. C'est un système, dans le fond, assez simple qui t'assure que tu vas toujours être profitable, dans le fond, dans ton entreprise, puis qu'on va jamais débourser ou dépenser plus que ce qu'on est capable de faire. Et donc, on focus sur la génération de profit, mais aussi sur l'augmentation des revenus en minimisant les dépenses. Donc, comment ça fonctionne plus ou moins? C'est que, dépendamment de ton revenu annuel ou, tu sais, de tes objectifs annuels, il y a un certain pourcentage qui est alloué pour 5 grands champs de dépenses. Donc, 5 grands champs de partage de revenus qui sont, premièrement, en fait, c'est pas 5, il y en a 4, mais il y a 5 comptes. Il demande de t'ouvrir 5 comptes. Le premier, c'est tout ce qui est revenu. Ensuite, il y a la compensation du propriétaire ou du moins des employés, si vous avez des employés. Ensuite, il y a les profits, les taxes et les dépenses d'opération, ce que lui, dans son livre, appelle Operation Expenses, le compte OPEX. Et là, il suggère d'assigner certains pourcentages à chacun de ces comptes-là, dépendamment de notre historique, mais aussi d'objectifs qu'on veut atteindre. Et comme par exemple, tu sais, l'objectif qu'il suggère pour une entreprise qui fait 250 000 et moins, c'est de mettre un seuil de profit de 5%. Donc, à la fin de l'année, d'avoir accumulé 5% de tous nos revenus dans un compte qui est uniquement considéré comme le profit du propriétaire ou des propriétaires si vous êtes en partenariat. Et ce que ça fait aussi, c'est que tu as déjà accumulé tout ce que tu avais à accumuler en taxes, tu t'es payé un salaire et donc ça ne devient pas un champ optionnel, tu t'es payé
pour le travail que tu fais dans ton entreprise. Et enfin, ce qui va rester de tout ça, ça va être le compte de dépenses et c'est avec ça que tu es supposé faire vivre ton entreprise. Et c'est sûr qu'au début, tu sais, il y a cette espèce de grosse prise de conscience de qu'est-ce que j'ai fait avec mon argent pendant toutes ces années-là, puis peut-être que j'ai dépensé plus que je pouvais, mais c'est correct, tu sais, lui, il essaye vraiment de dire, tu sais, même si votre situation aujourd'hui est pas idéale, tu sais, petit à petit, c'est très facile de commencer à amener beaucoup plus à rendre votre entreprise, vos finances beaucoup plus saines avec un système qui est très peu utilisé par les comptables, mais qui est très simple à comprendre et à implanter si vous êtes un solopreneur ou même si vous êtes une entreprise avec plusieurs employés. Donc, ça fait vraiment, vraiment un sens fou si vous adhérez à la mentalité « paie-toi en premier » parce qu'effectivement, quand on est un entrepreneur, on n'est pas là pour faire la charité, veut pas, on a besoin de vivre. Et puis souvent, tu sais, la grande problématique, c'est que on se perd dans des dépenses qui souvent sont superflues pour l'utilisation optimale de nos ressources. Et puis, on finit par s'épuiser parce qu'on n'est pas capable de vivre de notre entreprise. Donc lui, ce qu'il fait, c'est devient le plus lean possible, arrive au plus... tu sais, je veux dire, as-tu besoin de louer un bureau? Non. Est-ce que tu as besoin de... tu sais, je sais pas moi, avoir tous ces fournisseurs-là? Non. Si on devait opérer avec tel montant, qu'est-ce que ça voudrait dire pour ta business? Et ce qu'il suggère ou ce qu'il considère, c'est que plus on a des limites comme ça au niveau des dépenses, plus on va devenir créatif. Et si vous êtes capable de faire rouler votre business de façon créative avec un minimum de ressources, ben vous allez avoir le potentiel pour une croissance exponentielle et contrôlée. Donc, comment est-ce que j'ai mis ça en place? Puis, tu sais, je trouve ça intéressant de le voir de cette façon-là, c'est que 2 fois par mois, dans le fond, bon là, j'ai ouvert mes 5 comptes. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il dit que le profit, là, c'est pas pour réinvestir dans ta compagnie, là. Tu sais, la compensation, ça, c'est l'argent que tu te payes pour le travail que tu fais dans ton entreprise. Mais le profit que tu vas faire, c'est quelque chose que tu vas obtenir parce que tu prends le risque dans ton entreprise. Et c'est un peu dans la mentalité de, tu sais, si vous regardez les compagnies qui sont cotées en bourse, chaque trimestre, ils vont payer les investisseurs, ils vont payer les personnes qui ont acheté des parts pour avoir eu confiance dans cette compagnie. Fait que si la compagnie va bien, ils sont plus payés. Si elle va moins bien, ils sont moins payés, mais dans tous les cas, c'est dans cette confiance-là qu'il y a une rétribution. Et selon Mike Michalowicz, on devrait, nous, en tant qu'entrepreneurs aussi, se payer une rétribution qui n'est pas un fonds de roulement. Donc, ce que lui propose, c'est qu'à chaque trimestre, et encore une fois, j'aime beaucoup l'idée du trimestre, ben, on va dans le compte profit, puis on s'assure de prendre 50% de cet argent-là qu'on a fait. Mettons, c'est 5% de tout ce qu'on a fait dans le trimestre. Et l'autre 50% nous sert de fonds d'urgence. Puis une fois qu'on a à peu près 3 mois ou plus, si on veut, en fonds d'urgence, ben là, l'argent peut être réinvesti ou on peut l'utiliser dans des choses... Pas réinvesti dans l'entreprise, réinvesti, mettons, en bourse ou des choses comme ça. Mais cet argent-là, c'est un argent qui vit à l'extérieur de tout ce qui est opération de l'entreprise. Et ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant, surtout que, sachant que, tu sais, tes taxes, puis ta compensation, puis tout ça est pris en charge, tu sais, t'as pas besoin de te stresser là-dessus. Donc, comment j'ai mis ça en place? Ben, premièrement, j'ai lu le livre, dont je vais vous mettre le lien dans cet article-là, dans l'article de l'épisode. Et ensuite, ben, j'ai créé mes comptes dans mes comptes en banque. Puis là, il faut s'assurer aussi qu'on crée des comptes qui ne sont pas très accessibles pour tout ce qui est taxes et profits. Parce qu'on veut pas aller emprunter dans ces comptes-là parce que c'est justement des comptes qui sont là pour être out of sight, out of mind, genre on les regarde pas, on n'y pense pas, l'argent est là, puis elle est là pour qu'on va en avoir besoin. Et 2 fois par mois, donc lui il suggère le 10 et le 25 dans le mois, moi je rentre toutes les transactions qui ont tout le revenu que j'ai fait dans le fond
tous les paiements que j'ai reçus. Je rentre ça dans Notion. Je me suis fait une petite table Profit First et ça calcule automatiquement mes pourcentages. Donc, à la fin de cette période-là, je sais exactement, voici combien il devrait y avoir dans mon compte de taxes, voici combien il devrait y avoir dans mon compte profit, voici combien je peux me payer comme compensation. Et maintenant, voici, ce qui reste, c'est ce qui devrait me servir à payer mes dépenses. Et j'aime beaucoup cette méthode de fonctionner. Comme je vois déjà à quel point ça va pouvoir me servir parce que après ça, c'est là qu'on se dit, tu sais, si tu dois te payer un petit extra, là, tu vas le sortir où? Tu vas le sortir de ton profit. Puis plus que tu t'investis dans ta compagnie puis qu'elle va bien, plus le profit augmente. Donc, Profit First, quelque chose que je vous encourage fortement à regarder. Puis à mettre en place, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué à mettre en place, mais ça peut vraiment tout changer dans la façon dont vous voyez la gestion des finances de votre entreprise. Puis là, je dis entreprise, mais je dois vous avouer que je suis en train de considérer de faire la même chose pour mes finances personnelles, d'avoir des pourcentages attribués pour tel champ de dépenses. Troisième habitude que j'ai commencé à mettre en place et qui, encore une fois, genre, ça me remplit de joie d'avoir eu pas le guts, mais vraiment, genre, d'avoir mis ça en action parce que quand on parle de self-care, quand on parle de créativité, pour moi, le self-care passe beaucoup par la créativité et de mettre le focus là-dessus, je sais que pour moi, c'est me faire du bien, mais aussi soigner dans un sens ce que je fais de mieux. Et c'est de m'offrir 1 heure de réflexion libre à chaque semaine. Et naturellement, tu sais, tout comme mes cycles de productivité, c'est la même chose un peu avec mes cycles de créativité. J'ai besoin d'espace blanc pour être capable de me recentrer dans mon individualité, de me recentrer dans ce qui fait vraiment du sens pour moi, parce que je pense qu'en ce moment, puis surtout avec, pas en ce moment, mais tu sais, avec toute l'information qu'on absorbe, avec toute la vitesse aussi à laquelle on doit réagir, on doit créer, on doit faire tout un tas de choses, on prend pas le temps de juste penser. De juste penser comme qu'est-ce que ça veut dire pour moi, de juste se donner l'espace pour juste, je sais pas moi, tu sais, l'autre fois j'écoutais Bridgerton que j'ai beaucoup adoré et à la fin du show je me disais hey, c'est intéressant, tu sais, ce que ça me dit par rapport à l'amour, tu sais, puis j'ai eu envie de réfléchir à ce concept-là, mais là, j'étais trop fatiguée, puis ça me tentait pas, puis mais j'étais comme, c'est important que je pense qu'est-ce que ça veut dire l'amour pour moi maintenant que j'ai, tu sais, tel âge, que j'ai une fille, que j'ai un mari, que je suis dans telle circonstance socio-économique, tu sais, j'ai tous les privilèges que j'ai, puis l'éducation que j'ai eue, tu sais, est-ce que ma conception de l'amour a changé? Comment je le définirais si je devais en parler à ma fille? Tu sais? Puis ce genre de réflexion-là, je trouve qu'on se laisse pas assez la place de les faire. Puis aussi, on n'en parle pas beaucoup. Tu sais, c'est pas ces grandes questions-là, on n'en parle pas beaucoup avec nos pères ou avec nos conjoints ou avec nos amis parce que on a tout le temps d'autres choses beaucoup plus, je sais pas moi, pressant à communiquer ou des choses comme ça. Fait que là, j'ai commencé, là, en général, c'est la fin de semaine, j'essaye de faire ça quand il n'y a pas de distraction, donc le samedi ou le dimanche pendant la sieste de ma fille, ou si ma fille est chez la grand-mère, je prends un cahier, je prends un crayon, et je m'assure que mon téléphone et mon iPad et tout ça sont dans ma chambre. Je mets un timer de environ 60 minutes, et j'avoue que j'ai commencé avec 30 minutes, après ça 45 minutes, puis là je veux aller jusqu'à 60 minutes parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme la méditation, il faut s'habituer. Puis je me donne un sujet. Je me donne un sujet sur lequel je vais réfléchir, puis
Puis soit j'écris pas. C'est vraiment libre à moi. J'écoute pas de musique. Vraiment, il y a pas de distraction. Le but, c'est juste que je reste là puis que je réfléchisse. Puis j'ai essayé aussi de le faire en marchant. Tu sais, de focusser sur ne pas écouter de podcast, ne pas consommer quoi que ce soit, mais vraiment juste être moi dans ma tête, focusser sur un sujet, puis voir ce qui vient, voir ce qui sort. Et ça m'a... Tu sais, j'ai comme hâte maintenant à ce moment-là parce que je sais que c'est un moment que je prends pour juste connecter avec moi-même, puis connecter avec mes idées, puis avec ce que j'aime, puis avec ce que je pense, puis avec mes valeurs. Et ça m'aide aussi à, surtout moi qui travaille en marketing de contenu, à pas trop rentrer dans les clichés, à pas trop retourner dans ce qui a déjà été vu, puis vraiment retourner dans mon authenticité. Fait que ça, c'est quelque chose vraiment que je vous encourage si vous pouvez, tu sais, vous n'êtes pas obligé de faire 1 heure, mais juste comment est-ce que vous pouvez intégrer un espace blanc dans votre semaine, dans votre cycle régulier, surtout si vous êtes quelqu'un qui crée, que ce soit, puis là, quand je dis créer, ça peut être du contenu, mais ça peut être aussi, tu sais, vous devez créer des solutions avec vos clients, tu sais, puis ces espaces blancs, assurez-vous qu'ils sont pas axés sur la résolution de problèmes. On n'essaye pas de résoudre un problème, on essaye juste de voir si mon cerveau était libre d'explorer, où est-ce qu'il m'amènerait. Puis ça, je pense que c'est essentiel pour tout ce qui est du travail cognitif, créatif, le travail de bureau, là, si on peut dire, mais où ça demande qu'on soit sharp, qu'on soit focus, mais qu'on puisse aussi user genre de différents modes d'arriver à une même solution. Alors voilà, je me suis dit que ça serait peut-être aussi une bonne idée dans mon infolettre hebdomadaire de vous donner le sujet de réflexion que je me donne pour la semaine. Donc, si vous êtes intéressé à recevoir mes prompts de réflexion, entre guillemets, inscrivez-vous, mtamarque.com/infolettre. J'envoie mon infolettre en général le vendredi matin. Et sur ça, je vous demande, est-ce que vous avez des habitudes que vous avez mis en place, que ce soit au niveau de la productivité, de la créativité, de vos finances, des choses au niveau du self-care que vous avez vues ont un gros impact sur votre fonctionnement. Et s'il y a une de ces habitudes que je vous ai présentées qui vous intéresse, laissez-moi savoir aussi, taguez-moi sur Instagram ou quelque chose pour me dire laquelle vous aimeriez mettre en place cette année. J'ai toujours un énorme plaisir à vous lire, à savoir que qu'est-ce que vous, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous êtes en train de manigancer de votre côté. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé à peut-être générer quelques idées que vous pourriez appliquer personnellement. Alors voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à très bientôt. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!